La dynamique reste haussière. Pour l'instant, nous ne voyons pas de divergence baissière. La situation semble être tout à fait favorable. Pourtant, je dirais que c'est trop beau pour être vrai. Bruno, bonjour et bienvenue dans notre studio. Bonjour Jessica. Qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière discussion? La tendance haussière qui est actuellement observée sur les marchés boursiers va-t-elle se poursuivre longtemps? Analysons d'abord la situation sur les marchés émergents. Ces derniers se portent très bien en ce moment. Ici, nous voyons se former des plus hauts à des niveaux plus élevés par rapport à des sommets enregistrés début mars. Pour l'instant, nous ne voyons aucun signe de ralentissement. La force relative des marchés émergents progresse par rapport au S&P 500. La force relative de la Chine augmente par rapport aux autres marchés émergents. La dynamique est haussière, la situation est tout à fait favorable. Par contre, l'Inde ne se porte pas aussi bien que cela. Nous avons enregistré une chute liée au développement autour de Trump. Cette baisse a été suivie d'un rebond. Maintenant, la force relative de ce marché est en train de se redresser, ce qui est assez bien. Le marché brésilien est exposé à l'influence négative exercée par deux facteurs. Premièrement, c'est l'incertitude politique autour de Donald Trump et plus particulièrement l'éventualité d'une procédure de destitution. Nous avons enregistré un déclin à partir du point haut vers le point bas de la fourchette. Nous pouvons constater que nous sommes revenus vers des niveaux affichés au début de décembre. Le rebond se passe à un rythme un peu plus lent. Qu'en est-il du marché boursier américain? Le secteur de la technologie est-il toujours aussi performant? Oui, en effet, le ralentissement provoqué par les incertitudes autour de Trump a été suivi d'un rebond 6 jours plus tard. Nous voyons des plus hauts à des niveaux plus élevés, la force relative progresse et affiche également des points hauts à des niveaux plus élevés. La dynamique reste haussière. Pour l'instant, nous ne voyons pas de divergence baissière. La situation semble être tout à fait favorable. Pourtant, je dirais que c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Bruno? Bien que nous ayons enregistré des points hauts à des niveaux plus élevés dans le secteur de la technologie, le même jour, nous avons observé une chute dans les petites et moyennes capitalisations. Le secteur technologique a réussi à tenir le coup grâce à la bonne performance d'un certain nombre de grandes capitalisations. Ce genre de situation est généralement perçu comme un manque d'ampleur. Cela signifie qu'il existe certains problèmes. La rotation entre différents secteurs aux États-Unis contribue-t-elle à la hausse du marché? Pour répondre à votre question, il est nécessaire d'analyser le ratio des secteurs discrétionnaires par rapport au secteur des biens de consommation, représenté par cette ligne noire sur le graphique. Nous constatons qu'en avril, cette ligne a fortement progressé, ce qui est un bon signe. Puis, nous avons vu un repli. Cette ligne ne semble pas sur le point de rebondir. Ces 2 dernières semaines, elle se maintient dans une fourchette très étroite. Regardons cette ligne verte. Elle représente l'évolution des taux d'intérêt américain à 10 ans. Pour l'instant, il recule, ce qui témoigne d'une aversion au risque chez les investisseurs. Les regards des investisseurs tournent vers les obligations et non pas vers les actions. Passons maintenant au S&P 500. Quels sont les risques qui se profilent à l'horizon? Avant de passer au S&P 500, je voudrais mentionner 2 autres éléments qui me préoccupent. Il s'agit de 2 secteurs qui ont pris du retard par rapport aux autres. Premièrement, c'est le secteur financier. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, nous avons une longue ligne de tendance descendante qui n'a toujours pas été cassée. Nous avons échoué à la casser en mai et puis début juin. Le deuxième secteur qui sous-performe les autres est celui de l'énergie. Il poursuit sa tendance baissière. Maintenant, il est en train d'enregistrer des points bas à des niveaux inférieurs. Donc, ces 2 secteurs pourraient freiner le S&P 500. C'est pour cette raison que nous voyons certains risques pour le S&P. La dernière fois que nous étions aux alentours des niveaux de 24-25 était juste avant la chute déclenchée par les développements politiques liés à Donald Trump. Regardons la zone du nuage qui joue le rôle de support. C'est aussi une zone de risque. Nous nous sommes récemment retrouvés dans cette zone pour rebondir par la suite. Maintenant, nous voyons des plus hauts à des niveaux plus élevés. En regardant la configuration technique, nous constatons qu'il est possible que nous voyions une baisse vers la barre de 23,80. Il n'y a pas de signaux particulièrement inquiétants sur le graphique hebdomadaire. La ligne de soutien reste intacte. La dynamique reste toujours haussière. Il n'y a pas de divergence importante. Par contre, si nous passons en dessous du niveau de 2400, nous commencerons à reculer. Il se peut que nous cassions cette ligne de tendance. Ainsi, nous pourrions voir une certaine divergence pour faire une pause aux alentours du niveau de 2330. Cependant, nous ne nous sommes pas encore approchés de ce niveau. Qu'en est-il des secteurs du marché européen? Sont-ils sur le point de culminer? Les secteurs européens n'ont eu de cesse de surperformer les autres. Leur force relative était en hausse. Pourtant, la force relative de ces secteurs a récemment reculé à partir de son point haut. Elle est en baisse depuis 2 semaines. Maintenant, nous voyons qu'elle affiche un mouvement plat en dessous de cette longue ligne de tendance descendante. La dynamique devient baissière.
Elle a toutes les chances de reculer vers la barre de 3550, voire un peu plus bas, pour s'établir tout près de la moyenne mobile à 20 semaines qui est en train de grimper, c'est-à-dire aux alentours du niveau de 2400. Enfin, Bruno, que pouvez-vous dire sur le Nikkei ? Le Nikkei japonais affiche le même type de comportement. Il n'arrive pas à casser le niveau psychologique de 20 000. En règle générale, il est nécessaire que le yen, représenté par cette ligne orange sur le graphique, affiche un déclin pour que le Nikkei progresse, comme c'était le cas en octobre dernier. Nous voyons ici que le yen est en train de rebondir. Il n'est pas étonnant que la situation du Nikkei se soit dégradée. Par conséquent, les deux marchés qui se portaient très bien par rapport au S&P 500 sont en train de faire une pause. Cela alimente nos préoccupations quant à leur évolution dans les 10 prochains jours. Fantastique. Bruno, merci de nous avoir rejoints. Au plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle séance d'analyse technique. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.